Salut, c'est JC. Jusqu'à présent, j'ai domotisé ma déco, l'éclairage de mon bureau et même le démarrage de mon PC, tout ça en bricolant mes propres circuits. Dans cet épisode, je t'explique quand je préfère du fait maison et quand je préfère acheter les objets dans le commerce. Pour illustrer mes propos, je vais améliorer un plafonnier acheté dans un magasin de bricolage et modifier 2 objets connectés de la marque Sonoff pour démarrer mon chauffe-serviette et piloter un interrupteur à distance. Sans plus attendre, commençons avec le lustre. L'achat de ce lustre remonte à une dizaine d'années et à l'époque la domotique n'était pas aussi développée que maintenant. La télécommande est infrarouge et non radio, ce qui fait qu'il faut viser juste pour allumer ou éteindre le lustre. Ou comme le dit si bien Andro Marnac, abonné depuis longtemps à cette chaîne, se faire une tendinite du poignet pour l'allumer. Autre fonctionnalité incroyable de ce lustre, il ne mémorise pas les couleurs. Ce qui fait qu'à chaque fois, il faut toutes les faire défiler jusqu'à celle qui t'intéresse. Il est récemment tombé en panne et j'ai fait intervenir un technicien qualifié pour le démonter. Pense à bien couper le disjoncteur correspondant avant d'intervenir sur le réseau électrique. Sensei, arrêtez, vous allez tuer des abonnés dès le début de la vidéo. Ne t'en fais pas, Senpai. J'ai l'impression qu'entre mes abonnés et moi, le courant passe. Je t'invite à regarder un vrai professionnel comme Electroboom pour comprendre les dangers liés à l'électricité. Don't do this at home. Si on regarde sur la carte, il n'y a pas grand chose de réutilisable. Le contrôleur est lent a une mémoire qui ne peut être écrite qu'une seule fois, donc poubelle. Si on regarde les différents organes de commande, il y a 2 relais pour les halogènes et 3 transistors pour régler la luminosité des LED R, G et B avec un signal PWM. Si tu ne sais pas ce qu'est un signal PWM, je te laisse aller voir la vidéo Les LED comme un pro où je t'explique tout. Transistors que j'ai réutilisés parce qu'à l'époque j'en savais pas autant. Ah là là, le JC du passé. Quel amateur! Alors que maintenant, on est team IRZF44N. Un peu dur à reproduire avec des objets du commerce. On a une version pour des LED ou une version avec un relais, mais jamais les deux ensemble. Dépenser 50 balles et devoir jongler entre les deux dans une application mobile mal foutue pour commander une seule lampe. Et pour la partie alimentation, le design d'origine possède 2 alimentations. Une en 11,5 volts alternatif pour les halogènes et l'autre en 12 volts continu pour les LED. Je pourrais les remplacer par des LED pour simplifier le design et avoir plus qu'une alimentation au lieu de 2, mais ça va altérer l'esthétique du lustre et il y a un paramètre hyper important dont je t'ai pas encore parlé sur cette chaîne, c'est le WAF. À Montpellier, ce paramètre est à prendre en compte dès la phase de conception d'un projet et prime sur l'aspect technique et même financier. Donc j'ai pas pris de risque et j'ai juste remplacé la platine telle quelle. Ah oui, s'il te plaît, mets le relais avant l'alimentation et non après. Si tu mets le relais avant, l'alimentation est tout le temps éteinte et ne s'allume uniquement lorsque tu veux utiliser les halogènes. Et pour les LED, on n'a pas trop le choix, on place les transistors après l'alimentation sur la partie en courant continu, donc l'alimentation est tout le temps allumée. Voici la platine, tu m'excuses, je te montre pas la réalisation, elle s'est passée il y a plus d'une dizaine d'années, mais tu vois bien le changement de style, il y a des fils volants pour relier les composants alors que maintenant je fais mes pistes avec des chutes de câbles réseau. Et j'oublie pas de mettre des étiquettes pour le mois du futur alors qu'ici il n'y a aucune indication. Si jamais ma technique t'intéresse, je te laisse regarder la vidéo où je bricole mes masques. Voilà donc mon lustre sur la table d'opération. Pour raccorder mes lumières au plafond, j'utilise des douilles DCL. C'est super pratique pour faire les raccordements sans exposer les fils sous tension. Et comme j'ai pas envie de démonter le raccord DCL du lustre, j'ai fabriqué une rallonge pour faciliter le branchement sur mon bureau. Les symptômes sont les suivants. Quand j'allume les halogènes ou les LED, je perds la connexion avec l'ESP. Dès que je branche le lustre, les LED s'allument alors que j'ai rien demandé, et après quelques instants, les halogènes se sont aussi allumés et éteints tout seuls. Quand j'essaye d'allumer les halogènes, rien ne se passe, et tu vois même l'interface devenir rouge, signe que l'ESP est injoignable. Maintenant, avec l'expérience, 99% du temps, ces problèmes sont liés à un défaut de la partie alimentation. Je branche l'ESP à un chargeur de portable, et les halogènes s'allument tout seuls. Tout va bien ? Je redémarre le SP et une fois connecté au Wi-Fi, tout fonctionne normalement. Je t'explique le problème. Je t'en ai déjà parlé. Le SP a besoin d'une tension minimum pour fonctionner, mais aussi d'un certain courant pour alimenter sa mémoire, ses registres, bref, sa mécanique interne. Quand on allume un halogène, ça va créer un courant d'appel et faire chuter la tension dans le circuit. Pour contrer cet effet, on utilise un condensateur de lissage.
Ça fait longtemps que dans tous mes montages j'utilise des condensateurs de lissage et d'ailleurs on en a même utilisé dans la vidéo sur les panneaux acoustiques ou même sur les masques. Ça coûte rien et ça permet de pas avoir de soucis. Pour les curieux, quand je veux alimenter mon ESP depuis le 220, j'utilise une PM01 de chez iLink. J'ai pas trop de soucis en temps normal, mais au bout de 11 ans, celle-là est un peu fatiguée. Le condensateur va beaucoup soulager. Je vais pas me prendre la tête et je vais directement souder le condensateur sur les broches 5V et GND de l'ESP8266. Tout marche, nickel. Sensei, j'ai trouvé des LED avec un culot G4. On va pouvoir remplacer les halogènes. Ah ouais? Attends, fais voir. Alors, dimmable LED G4. Ça pourrait le faire et en plus elle fonctionne en 12 volts continu, donc je peux me débarrasser de l'alimentation 11 volts en courant alternatif. Et ça modifie pas tant que ça l'esthétique du lustre. On valide tous les critères. Ah mon chéri, quel beau lustre! Nani? La modification la plus simple, c'est de juste remplacer les halogènes par les LED. On consomme moins, c'est sûr, mais ce qui serait mieux, c'est de pouvoir modifier l'intensité des LED. Avant de m'enflammer et de faire les modifs sur mon lustre, j'ai monté un banc de test pour m'assurer que tout fonctionne. On a donc la LED, une alimentation qui traîne dans mon placard de 60 watts, ce qui laisse une marge plus que confortable. Je branche le tout et raccorde la LED sur une breadboard. Elle fonctionne, reste plus qu'à tester le côté variable. Attends. Le JC du passé, quel amateur! Voici le montage avec le SP et le transistor IRZF44N, le même montage que dans les autres vidéos. Je place la boîte en carton de l'alimentation pour ne pas t'aveugler. Ça marche, tant mieux. Et grâce à mon micro-cravate, tu peux entendre ce doux bruit. Plus on monte la fréquence PWM, et plus c'est aigu. Je me souviens maintenant pourquoi cette alimentation est restée dans mon placard. Comme t'es un pro des LED, tu te souviens que certaines alimentations produisent un bourdonnement quand on utilise la modulation PWM. Il faut éviter les alimentations bon marché et celles avec les plastiques orange. Si on regarde rapidement sur Amazon, oui, cette fois-ci, j'ai pas envie d'attendre. J'ai pris une alimentation à 11 € de 100 watts pour être tranquille, et puis il n'y a pas vraiment moins cher. Dans un premier temps, je vais retirer les alimentations d'origine, plus besoin de celle de 11,5 volts en alternatif, et celle pour les LED n'est pas assez puissante pour tout alimenter. Cette fois-ci, je dégage la carte pour pouvoir ajouter le transistor, je teste les éventuels court-circuits, et je relie la porte du transistor à une GPIO de l'ESP. Comme les LED sont plus hautes que les halogènes, elles dépassent du bloc en verre et je trouve ça moche. Pour remonter ces blocs, j'utilise des embouts passe-câble. Perso, j'en utilise des vieux, parce que je ne jette rien. Nickel, plus qu'à faire les autres. Je remonte la platine et je visse les différents câbles. Je connecte les LED blanches aux 12 volts. Et je crois que ça déconne. Remarque, vaut mieux que l'alimentation de l'ESP déconne maintenant, plutôt qu'une fois qu'il est accroché au plafond. Le MP1584 est un abaisseur de tension, il peut sortir 3 A, ce qui est largement suffisant pour l'ESP. Je soude les câbles d'entrée, et j'ajuste le voltage à environ 5 volts. Il ne me reste plus qu'à connecter la sortie de l'abaisseur à l'ESP. Je connecte le tout au 220, l'ESP s'allume directement. Incroyable, ça fonctionne. La vie est belle. Je refixe la carte au lustre. Au passage, ce qui est cool avec le fait maison, c'est que ça te permet au moins de réparer quand ça déconne. J'utilise un carton pour protéger l'abaisseur et j'en profite pour le fixer à l'alimentation. On va pas s'arrêter en si bon chemin. J'enchaîne avec le deuxième lustre. J'avais déjà dû régler des problèmes d'alimentation vu qu'il y a un chargeur USB. Ici, on est typiquement dans le cas où le fait maison est la seule option. En plus des LED et du relais, j'ai ajouté des LED infrarouges pour pouvoir commander ma clim à distance et un thermomètre pour avoir un retour de température.
C'est pas très élégant, mais elle a 15 ans et n'est pas domotisable. J'utilise IR Remote pour copier les codes et pouvoir les rejouer. Ça aurait été plus simple s'il y avait déjà un protocole de domotique intégré comme Zigbee ou Deltador, comme ça se fait sur les climatisations récentes. Même opération que pour l'autre lustre, je retire toutes les alimentations, je soude le transistor, je raccorde sa porte à une GPIO de l'ESP, ajout de l'abaisseur de tension, réglage, collage, rehaussement des blocs de verre avec les passe-câbles, installation des LED. Visiblement, c'est la loi des séries, le thermomètre est HS. Heureusement, j'en ai en rab, c'est un DS18B20, j'utilise la version étanche à 1€ pièce, que je trouve plus résistante que la version sur PCB à 25 centimes. Je remonte les différentes parties, je teste, c'est beau. Plus qu'à appeler un professionnel pour tout remonter. C'est pas grand chose, mais au moins c'est un travail honnête. Tu as dû remarquer que j'utilise une rallonge pour déporter le port USB de l'ESP à l'extérieur du lustre. Quand le lustre est en place, ça me permet de le programmer sans avoir à appeler un professionnel à chaque fois. Quasiment tous les logiciels que tu trouves sur GitHub pour domotiser un ESP supportent la mise à jour OTA ou Over the Air pour pouvoir programmer l'ESP en Wi-Fi. Donc, plus besoin normalement du port USB. Mais imagine il se passe un truc et ton ESP est planté. Non, je déconne, mais imagine quand même. Très sympa cette modification, mais malheureusement, il y a des cas de figure où c'est pas possible de faire sa platine soi-même. Si je veux piloter le chauffe-serviette qui est dans ma salle de bain, il est évident que je vais pas pouvoir y scotcher une platine parce que ça pourrait être légèrement dangereux d'exposer le 220. C'est là où la Sonoff S26 entre en jeu. Elle coûte une dizaine d'euros en version Wi-Fi. Voilà à quoi ça ressemble. C'est une prise qui va venir se positionner entre l'objet à piloter et la prise murale. La référence exacte est S26R2 TPE et elle peut supporter jusqu'à 16 ampères. Enfin, si on en croit les commentaires, c'est pas le cas de toutes les prises. En soi, il a dû faire passer des ampères pendant un certain temps, dis donc. On a un client d'Amazon qui a branché sa voiture électrique et j'imagine qu'il doit pas avoir un disjoncteur de 16 ampères au niveau de son tableau électrique, sinon il aurait sauté avant de faire fondre la prise. Idem pour Doudou, comme pour la voiture électrique, le chauffe-eau crée un fort courant d'appel pendant plusieurs secondes à cause de sa résistance, ce qui va faire chauffer le relais de la S26. Excuse-moi, mais ces gens, ils sont pas abonnés à la chaîne. Si jamais tu veux commander des appareils avec des forts courants d'appel, utilise un contacteur à la place d'un relais. Un contacteur est fait pour piloter des courants de forte puissance et surtout pendant plus de temps, comme un chauffe-eau, moteur de piscine, compresseur, bref, sans être endommagé lors de la coupure. Un relais sert à piloter des courants de faible puissance, comme la commande pour basculer le contacteur. Sans rentrer dans les détails gore, le contacteur se positionne entre l'appareil à commander et le 220. Et tu peux utiliser la S26 pour commander le contacteur. De la sorte, toute la puissance passe par le contacteur. Et la S26 sert uniquement pour le pilotage. Si c'est ton objectif, je te recommande la Basic R2 de chez Sonoff qui te permet de raccorder directement les fils sur des borniers. C'est quand même plus simple. Je vais te montrer ce qu'il y a dans cette prise. Un petit coup de tournevis et nous voilà à l'intérieur. Sur cette carte, on va trouver la partie alimentation qui abaisse le 220, le relais de 16 ampères qui va nous permettre de commander l'objet relié à la prise, un bouton qui permet d'allumer ou d'éteindre la prise de manière physique, la carte FI qui contient l'ESP 8285 sur lequel se trouve le programme de Sonoff, qui fonctionne de pair avec l'application mobile eWeLink. La version 8285 possède seulement 1 méga de flash, alors que la version 8266 que j'utilise d'habitude sur la chaîne en possède 4. De toute façon, même si on lui met le programme de la NASA, il y a un relais, un bouton, une LED. Donc on va pas pouvoir faire grand chose avec. La raison pour laquelle j'ai acheté cette prise se trouve de l'autre côté. Elle présente les headers nécessaires pour programmer l'ESP 8285. Oui, je sais, ça ressemble pas trop à un port USB, mais fais-moi confiance. On a le GND ou le moins, le V ou le plus, et les broches data avec TX et RX. On va utiliser des câbles Dupont pour programmer l'ESP8285. Je coupe à la moitié et je dénude. Les étamers rendra la soudure plus simple, et je le fais également sur les contacts de la carte. C'est la partie la plus délicate du projet parce que les contacts sont très petits. Comme on n'est jamais trop prudent, je vérifie qu'il n'y a pas de court-circuit et pour être sûr que rien ne bouge, j'applique de la colle chaude. Je passe les câbles par-dessous la carte et je m'aide d'un tournevis pour la remettre à sa place.
Il ne reste plus qu'à brancher un convertisseur USB série et on bascule côté bureau pour passer à la programmation. Bah oui, enfin, le convertisseur USB série. Sur la version Wemos que j'utilise d'habitude, ce convertisseur est déjà présent sur la platine et nous permet de téléverser le programme sur l'ESP. Sur la S26, il n'y en a pas, on va devoir utiliser un convertisseur externe. J'aime bien le CP2102 parce qu'il fonctionne en 3,3 volts, ce qui est pratique pour parler à l'ESP, mais sont également très utilisés le CH340 ou le FTDI, sauf qu'ils fonctionnent en 5 volts et sont donc plus appropriés pour un Arduino qui fonctionne lui aussi en 5 volts. Ça paraît évident, mais ne branche jamais deux puces qui fonctionnent à des tensions différentes, tu vas juste cramer celle qui fonctionne avec la tension la plus faible. Si t'es sous Mac, pas besoin d'installer de pilote, mais si t'es sous Windows, tu peux aller sur mon blog pour télécharger le pilote du CP2102. On va maintenant pouvoir brancher le convertisseur. Il y a 4 fils à relier, le plus ou 3V3 et le moins ou GND, et ensuite il faut croiser le TX avec le RX. Tu peux faire l'analogie avec une bouche et une oreille, c'est-à-dire qu'il faut mettre la bouche de l'ESP sur l'oreille du convertisseur et inversement. Quand la prise est neuve, la lumière bleue clignote et elle attend une configuration. Ça me sert juste d'indicateur comme quoi mes soudures sont bonnes, parce que t'imagines bien que je vais pas utiliser l'application eWeLink. Je n'aime pas l'idée de devoir passer par des serveurs en Chine pour allumer mon chauffe-serviette à Montpellier. Si jamais les serveurs de eWeLink ferment, je me retrouve avec des objets connectés qui marchent, mais dont je peux plus me servir. Et je passe sur les problèmes de cyber et le gouvernement chinois qui se permet de récupérer les mots de passe des comptes utilisateurs. Mais bon, je comprends. Ils sont obligés de faire une application mobile pour les gens qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Pour basculer la prise en mode programmation, il suffit d'appuyer sur le bouton avant d'alimenter la prise. La lumière bleue ne doit pas s'allumer, on peut maintenant téléverser un programme sur la S26. Dans l'IDE Arduino, on va sélectionner le port série qui correspond à notre convertisseur USB série. Puis, dans carte, on va choisir générique ESP8285 module. J'ai légèrement modifié le programme Blink pour la démonstration. La LED est sur la GPIO 13 et le relais sur la 12. Et on va changer leur état toutes les secondes. Après téléversement sur la S26, il suffit de la redémarrer pour que le nouveau programme s'exécute. On voit bien le changement d'état toutes les secondes. On est d'accord, avec ce programme, la S26 c'est pas super utile. J'utilise un programme maison pour domotiser mes ESP, mais toi tu peux utiliser Tasmota ou ESP Home. Pour faire simple, c'est un programme qui te permet d'utiliser ta S26 avec un hub de domotique comme par exemple Home Assistant. Tu peux retrouver les différentes GPIO de la S26 sur le site de Tasmota. Pour télécharger la version de Tasmota pour la S26, tu tapes Tasmota Download, tu sélectionnes l'ancienne version, c'est celle qui est compatible avec les ESP 8266 ou 85. La nouvelle est pour les ESP 32. Le plus simple quand tu as un objet connecté, c'est d'aller sur le site de Tasmota pour voir laquelle il faut télécharger. Une fois que tu as récupéré le firmware, tu peux utiliser Tasmotizer. C'est relativement simple, tu sélectionnes ton port série, ton firmware. Tu peux même choisir de sauvegarder le firmware d'origine de la S26 si jamais tu veux la revendre à quelqu'un qui n'est pas abonné. Et enfin, il y a même un écran pour configurer la partie Wi-Fi. Une fois ta prise connectée à ton réseau, tu peux la piloter avec l'application Tasmotrol. Félicitations! Tu n'es plus dépendant de la Chine. Mais si tu veux pouvoir piloter ta prise quand tu n'es pas chez toi, il faudra effectuer une redirection de port comme je t'ai expliqué dans le dernier épisode de la série sur le bouton connecter. Bon, la S26 c'est bien quand on a une prise électrique, mais ça va pas le faire quand on veut domotiser un interrupteur. Cette modification doit permettre de connecter un va-et-vient existant sans sacrifier l'interrupteur. Dans un boîtier électrique, il manque pas grand chose pour faire rentrer notre S26, mais ce sera quand même plus facile avec le Mini R2. Avant de te lancer dans cette modification, tu dois t'assurer de 3 choses. Premièrement, ton disjoncteur est coupé. Deuxièmement, après démontage de l'interrupteur, vérifie que tu as le fil bleu du neutre. Il va falloir alimenter le Mini R2 et souvent au niveau de l'interrupteur ne figure que le fil de phase car c'est celui utilisé pour commander les lumières. Si c'est le cas, regarde si tu as de la place, dans la gaine qui remonte à ton ampoule, de passer un fil pour le neutre. Cette modification va te permettre de ramener le neutre au niveau de l'interrupteur pour pouvoir alimenter le Mini R2. Et enfin, dernière vérification,
il faut t'assurer que tu aies de la place dans ton interrupteur pour pouvoir encastrer le Mini R2. Chez moi, l'isolation est en polystyrène, et après avoir coupé le fond du boîtier électrique, je peux gratter pour enlever un peu de matière et faire de la place pour encastrer le Mini R2. Si tu as du béton ou de la briquette, il va falloir utiliser une scie cloche pour faire un deuxième trou en dessous de l'interrupteur pour mettre un boîtier électrique qui contiendra le Mini R2. Le Mini R2 se présente sous la forme d'un cube avec les mêmes fonctionnalités que la S26, juste plus compact. Pour ouvrir le boîtier, j'utilise un outil en plastique pour ne pas casser les ergots qui servent au maintien des deux parties en plastique. Comme pour la S26, il va falloir souder des câbles Dupont pour pouvoir programmer le Mini R2, sauf que cette fois-ci les pads sont beaucoup plus petits. J'utilise du flux pour faciliter les soudures que j'applique délicatement sur le PCB avec un outil adapté. J'ajoute un peu d'étain sur les pads, je prépare mes câbles, on bloque sa respiration, et voilà ce que ça donne. C'est sûr que c'est pas le plus facile, mais c'est à faire une fois et après t'es tranquille. Je fais un test de continuité pour m'assurer qu'il n'y ait pas de court-circuit et que les câbles Dupont sont bien soudés. Un peu de colle chaude va me permettre de tout maintenir en place. Je vais maintenant repérer ou faire une entaille dans le boîtier pour laisser passer les câbles. Je suis d'accord, ça fait peur, mais faut qu'elle soit suffisamment grande pour laisser passer 4 câbles Dupont. On va pouvoir connecter le convertisseur USB série, et avant de le brancher au port USB de ton ordinateur, n'oublie pas d'appuyer sur le bouton pour passer le module en mode programmation. Une fois que le firmware est téléversé, je teste le fonctionnement du bouton avec un câble Dupont. Même sans configuration Wi-Fi, cela doit faire basculer l'état du module. Je vais consolider la connexion, et pour ça j'utilise la tête d'un câble Dupont avant de les maintenir avec une gaine thermo-rétractable. Je branche le convertisseur pour que les connecteurs restent en place pendant le rétrécissement de la gaine. Pour finir, je colle le connecteur au module et le scotch pour que rien ne s'arrache quand je vais l'encastrer dans le boîtier électrique. Je peux maintenant procéder au branchement. Comme je t'ai indiqué précédemment, je retire le fond du boîtier électrique avec une pince à bec crochu. J'arrange les câbles pour faire de la place pour le Mini R2. Je procède aux différents branchements. Comme c'est un va-et-vient situé dans un escalier, je teste le bouton du bas et je remonte très sportivement pour tester celui du haut. Il ne me reste plus qu'à tout cacher pour valider la certification. Ben, c'est le même interrupteur qu'avant, qui marche comme avant. Mais c'est génial, mon chéri. Et évidemment, ça fonctionne également à distance. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu et surtout que ça va t'aider dans tes bricolages. Je le dirai jamais assez, n'hésite pas à me laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir d'échanger et surtout d'avoir un retour. Ne fais pas comme François et Doudou et clique sur le bouton pour t'abonner et éviter tout risque d'incendie. Sur ce, je te dis à la prochaine.